Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir dans ce café presse politique, de traiter dans ce café presse politique d'une actualité qui s'est brutalement accélérée aujourd'hui. Jeudi 2 juillet, nous avons décalé le CPP à aujourd'hui avec l'espoir d'avoir de grandes informations, de grandes news et de bonnes nouvelles surtout à partager avec vous, public de Radio M. C'est le cas en partie. On verra dans quelle mesure c'est totalement le cas ou pas. Pour parler de cette actualité qui donc est, vous l'avez compris, essentiellement consacrée aux libérations et au sort des détenus, mais aussi à leur connexion avec le Hirak et que va-t-il se passer après. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous, de retour, Adila Bendimelad, Adila très proche des détenus. Bonjour. Bonjour. Adila qui est souvent pas loin quand il y a une arrestation. Sentir le souffle du boulet passer plusieurs fois. Hein. Oui, hélas. Ouais. Notamment dans le cas de Fersaoui. Oui. Qui est avec nous. Fersaoui. Wahab, il est libre. Wahab Fersaoui au téléphone à Ismail dans les Babor. Bonjour Wahab. Bonjour Hassan, Adila et à tous les invités au CPP. Marhaba bik Wahab, ça fait plaisir de te retrouver avec nous. Wahab, président de RAJ, il faut le rappeler, ce n'est pas que un ex-détenu. Yassine Babouche, qui est donc journaliste à TSA et qui est dans les grands moments dans ce studio. Donc quand il y a une série d'arrestations ou quand il y a une série de libérations. Et puis on ne pouvait pas traiter de cette actualité sans avoir avec nous évidemment Amina Haddad, la cheville ouvrière du réseau de lutte contre la répression, qui elle tient un stylo et une feuille pour tenir la comptabilité un petit peu macabre de qui est libéré et qui ne l'est pas. J'ai commencé d'abord par vous poser une question. On s'est levé ce matin avec l'idée que, le soir déjà, qu'il y allait avoir une grande vague de libération et on a même pensé à un moment donné que tout le monde serait libéré. Je dois dire tout de suite que l'ambiance de ce plateau a été très lourdement affectée par le fait que on peut le dire, la justice n'a pas à délister notre collègue, notre confrère Khaled Rani, présentateur du CPP, qui ne fait pas partie dans les mêmes dossiers que d'ailleurs ses co-détenus que sont Samir Blarbi et Slimane Hamid Touchoui, bien sûr, ex-policier ou policier, militant, pardon, c'est pas policier, militant, qui sont concernés par les mêmes chefs d'accusation. Eux ont été élargis en attendant le procès et pas lui. Alors, est-ce que vous, en vous réveillant ce matin, vous pensiez réellement qu'il pouvait y avoir une vague de libération qui touche tout le monde? Qui veut répondre le premier? Je sais que ça va être Adila, mais je pose quand même la question. Adila, tu tiens absolument à parler dans le masque? On va pas très bien t'entendre. Ah bon? Est-ce qu'on m'entend bien? Non, je pense qu'on m'entend. Oui. Alors, je vais expliquer. Hein, juste, Adila Bendimelad a été rattrapée par le Covid-19 alors qu'elle débutait un tournage de La Dernière Reine d'Alger, son dernier film, dont elle est aussi co-auteure et co-autrice. Et elle campe le personnage de la Dernière Reine d'Alger et qui joue tout le temps avec ça. Voilà, et donc elle continue à jouer son rôle sur le plateau. Non, mais ce matin, quand tu m'avais appelé pour l'émission, je t'avais dit je vais rien espérer parce qu'on attend ce qui va se faire, parce qu'on n'a pas de visibilité, on n'arrive pas, enfin moi en tout cas j'arrive pas à anticiper. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher d'espérer, surtout maintenant parce que le Hirak a été très long. Le combat a été long, on est resté une année et ensuite il y a eu le Covid qui a frappé tout le monde. Et là, il a fallu faire preuve de patience, de résilience. Les nouvelles étaient dures. Et on a vraiment besoin d'espérer, on a besoin d'y croire encore et on a besoin aussi, et je sais que pour beaucoup qui sont encore en prison aujourd'hui, on a aussi besoin de fêter les victoires et on a besoin d'être heureux aujourd'hui aussi pour ceux qui sont libres.
parce que d'une, ça fait du bien, parce que ça permet de faire un bilan aussi, de se dire, ben voilà, en tout cas ça on ne l'a pas encore. Et hier, il y a eu aussi le verdict de Haddad, Slel, et c'était très frappant pour moi de voir les condamnations, parce que je me dis, il y a quand même un parcours, ça c'est tous ensemble qu'on l'a fait. On s'est battu pour ça, pour voir un jour écrit un tel qui a volé, qui a fait beaucoup de mal à ce pays, à nous, aux citoyens, au pays même, ils sont condamnés. Et puis là, il y a des libérations et il faut continuer à s'indigner, à exiger la libération de tous. Et moi, j'ai encore de l'espoir pour Drani et tous ceux qui sont encore en prison et on doit continuer à... Alors, la question c'était, est-ce que vous y croyez? Alors, on va tout de suite passer à la comptabilité avec Amina Haddad. On est loin du compte. Évidemment, alors... Le décompte contient depuis hier déjà l'annonce. Alors il faut différencier en fait les attentes. Elles sont vraiment en deux catégories. Il y a deux choses qui se sont enclenchées en faveur de la libération de nos frères militants qui l'ont été. D'abord le groupe touché par la grâce présidentielle, donc dont 6 ont été annoncés hier dans un décret présidentiel, parmi eux Riyahi. Et donc effectivement, comme le dit la Constitution, les détenus qui ont bénéficié de la grâce présidentielle sont ceux qui ont été déjà jugés, donc ayant un jugement définitif. Là-dessus, il y a quelque chose à dire parce que d'autres détenus du Hirak, des détenus d'opinion, sont aussi jugés définitivement et n'ont pas été graciés hier, ou du moins ne sont pas compris dans la liste des 6 préannoncés hier. Peut-être que les annonces se suivront jusqu'au 5 juillet, ce n'est pas à exclure. Ensuite, il y a eu Karim Tabou ce matin, Amira Bouraoui, Samir Belarbi, Slimane Hamitouche. 4 cas ce matin, Ifrad Mouaqat, donc leurs demandes de libération conditionnelle ont été acceptées, validées par l'instance, ça dépend du degré de progression de leur dossier. Sauf qu'il y avait 73 personnes emprisonnées, soit sous le coup d'un emprisonnement provisoire en attente d'être jugé, ou en jugement définitif. Donc le décompte est là. La seule inconnue entre les 4 personnes d'aujourd'hui, les 6 graciés d'hier, c'est un fait insolite, mais tristement insolite, la page de 1 de l'Khabar hier, qui précède, par un effet d'annonce, un jeu de sorcière carrément, je dirais, entre le sous-titre et le titre en 1, qui annonce en sous-titre tout petit le décret donc présidentiel, proprement dit, avec son contenu qui était déjà connu. Le numéro d'aujourd'hui annonçait 11 personnes, en plus de Karim Tabou et Samir Belarbi. Ce qui pose juste l'interrogation de voir cette une hier, avant minuit, circuler sur les réseaux sociaux. Un journal à apparaître aujourd'hui. Je veux dire, qu'est-ce qui a précédé quoi? L'annonce? Le hukm? Enfin bref, nous allons en revenir sur ça. Absolument. Yacine, on a échangé pour préparer cette émission sur la logique un peu la logique du pouvoir politique. Quel intérêt il aurait à ne faire qu'un apaisement partiel en libérant une partie et en ne libérant pas tout le monde. Moi, je m'attendais à ce que ça soit plus large et même peut-être exhaustif, c'est-à-dire pour tirer un avantage politique du geste. Et tu m'avais répondu, ça c'est le raisonnement logique, mais est-ce qu'il y a du raisonnement logique chez le pouvoir? Finalement, c'est toi qui avais raison. Oui, malheureusement. On a tendance à penser logiquement que nos décideurs sont des hommes politiques et donc réfléchissent en tant que politiciens. Or, l'histoire nous a montré que ce n'est pas le cas. Bien trop souvent, les calculs qui sont faits, c'est des calculs, pardonnez-moi l'expression, mais à la petite semaine. On lance des miettes en espérant que ça va calmer les choses. On cherche à créer des diversions constamment. C'est pour ça qu'on ne peut pas, dans l'esprit même du pouvoir, libérer tout le monde. Ça serait donner une trop grande victoire et galvaniser tout le monde et permettre aux autres de penser à ce qui est important. Parce que je rappelle, le 22 février, il n'y avait aucun détenu d'opinion. C'est donc un problème créé artificiellement par le pouvoir pour distraire des objectifs. Dieu merci, le peuple a conscience de cette distraction et tout en demandant la libération des détenus, continue à réclamer le changement profond du système. En ce qui concerne les détenus d'opinion, moi je suis très content pour ceux qui sont libérés, mais
il est très important de se rendre compte que nous ne sommes pas dans une logique d'apaisement. Pour moi, en tout cas, ça semble clair. On est dans une logique de créer une nouvelle diversion qui permettra de faire oublier un tout petit peu, parce qu'il manque actuellement le pouvoir, d'options. Ils ont essayé la méthode dure, ça n'a pas marché. Ils essayent de lancer un peu, de rendre au peuple ces enfants emprisonnés les plus notoires et qui créent le plus de rassemblements. Et même ça, ils le font mal, parce qu'ils gardent en prison un journaliste qui a été arrêté dans l'exercice de son métier. Donc on voit clairement que la logique n'est absolument pas dans leur raisonnement. Absolument. Abdelwahab Fersaoui, alors toi tu as connu un petit peu cet épisode le 2 janvier 2020, celui d'une libération partielle. Tes camarades de Raj, notamment Hakim Haddad et les autres, ont été élargis ce jour-là en attendant leur procès, et l'information avait circulé que tu étais concerné aussi par cet élargissement jusqu'à la toute dernière minute. Comment on s'explique quand on est en prison, comment on s'explique cette discrimination sur des dossiers qui sont finalement semblables? Bonjour une autre fois à l'équipe de Radio M et aussi aux éditeurs et auditrices de Radio M. Tout d'abord, on ne peut que être content quand on entend la libération des détenus, même si 1, 2, 3, parce que il n'y a pas plus cher que la liberté chez l'être humain après la vie humaine. Donc personnellement, je me réjouis, je me félicite. Mais je dirais que cette mesure n'est pas complète, elle est loin des aspirations du peuple algérien et du Hirak, et des Algériens qui se sont soulevés depuis le 22 février par millions pour revendiquer la démocratie, l'état de droit, le changement de système. Et concernant, effectivement, c'est un scénario qui ressemble un peu à celui de 2 janvier. À l'époque, nous étions en prison, mais on a cru que peut-être s'il s'agit des mesures d'apaisement qui seront suivies par d'autres dans le souci, dans l'objectif d'amorcer un véritable processus de changement. On s'est dit peut-être le pouvoir a l'intention de répondre et d'écouter aux attentes des millions d'Algériens qui sont sortis dans la rue d'une manière pacifique au niveau national. Mais malheureusement, quand on voit ce qui se passe actuellement, on dit que le pouvoir est en train de souffler le chaud et le froid en même temps. Actuellement, en ce moment, il y a des détenus qui sont libérés, en l'occurrence Karim Tabou, Samir Belarbi, Hametosh. Il y a d'autres détenus qui sont gardés en prison, en l'occurrence notre ami Khaled Farni. En même temps, il y a des gens qui sont mis en prison. Donc là, le pouvoir agit. Il fait des actions et le contraire aussi en même temps. Et ça, pour nous, la première lecture qu'on peut faire, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas une bonne intention d'opérer des mesures d'apaisement. Et je rejoins un peu l'idée de l'un des invités de votre émission qui dit que le pouvoir, il fait de la diversion. Effectivement, elle est en train de jouer sur le temps, sur l'usure, et jusqu'à présent, on n'a pas d'indice réel, concret, sur le terrain pour amorcer un véritable processus de changement démocratique en Algérie. Et actuellement, cette politique, cette approche sécuritaire prônée par le pouvoir pour gérer la crise, la crise et le Hirak, ne peut pas ramener des résultats. Ça ne peut que prolonger la crise. D'un autre côté, le peuple algérien s'est libéré, de mon point de vue. Il ne peut pas faire marche arrière, il ne peut pas arrêter sa... On va, Abdelwahab, évoquer cette séquence de que va-t-il se passer après, est-ce qu'il y aura un marche arrière ou pas. En attendant, juste pour confirmer cette idée qu'on n'est pas dans une logique d'apaisement. Il y a bien sûr des détenus qui n'ont pas été concernés par les mesures d'élargissement, mais dans le même temps, Abdelwahab Fersaoui vient de nous le rappeler, il y a des arrestations. Et il semblerait qu'il y en a d'hier et d'aujourd'hui, de toutes récentes et de toutes fraîches. Amina Haddad, tu peux peut-être nous en dire un mot. Toi qui, je le rappelle, avec le réseau de lutte contre la répression, te tiens au plus près de ce type d'informations. Les arrestations imminentes, je citerai le militant poète Amour Garraj de Ouergla, arrêté dans la nuit vers 4 heures du matin.
dont le procès s'est déroulé aujourd'hui. Imminente, ça veut dire que c'est celle qui va arriver dans quelques minutes. Là. Et là, on pourrait rétroactivement. Je préfère. Tu as des réflexes que je n'ai pas encore. Il y a encore. Saïd qu'on salue à Londres qui a sorti une liste dans laquelle je me trouvais. Bon, c'est Dieu merci, c'est pas arrivé. Il préparait un tome 2 alors. Oui. Eh bien, voilà, qui a suscité donc un rassemblement de protestation, enfin de soutien à ce militant au niveau de Ouargla, au niveau du tribunal de Ouargla. L'arrestation de l'étudiant, ancien détenu politique, annoncé aujourd'hui, repris par le CNLD et la page du réseau, Ben Alia Mohamed Amin. Étudiant Biskra. L'arrestation à Constantine de Daoudi Samir, l'auteur de la vidéo qui dénonce l'état des morgues et enfin la situation au niveau de l'hôpital CHU Ibn Badis de Constantine. Et hier, la mise sous mandat de dépôt de Hassan Lourari d'Adrar. Voilà, donc c'est concomitant, il y a en même temps... Liste à laquelle on peut ajouter dans la Wilayat Jaya l'interpellation et la mise sous mandat sous garde à vue de 3 militants de Hirak qui ont été arrêtés parce qu'ils étaient devant le tribunal pour soutenir des camarades à eux qui avaient été arrêtés. Et donc il y a eu deux procès aujourd'hui déjà, à l'heure où on se parle. Ouais. Et je précise aussi que le jeune poète M. Garache a été placé sous mandat de dépôt, donc c'est officiel. Il est en détention provisoire maintenant, au moment où d'autres sont mis en liberté provisoire, ce terme qu'on aime beaucoup utiliser, mais qui ne veut pas dire grand-chose en termes de droit. Alors, quand on regarde ce tableau, la vérité, on est entre nous, au CPP, il y a des militants qui étaient un peu inquiets de se retrouver peut-être sans thème de mobilisation, si tout le monde est libéré, avec une action politique très forte du pouvoir. On revient au 22 février 2019, de ce point de vue-là, plus de détenus d'opinion, avec l'idée en sous-main de dire, bon, il n'y a pas de raison de continuer à sortir, parce qu'en fait, la hantise du régime Tebboune, c'est la reprise du Hirak dans l'espace public. Et donc, on aurait pu imaginer qu'il y ait ce malaise, dire, bon, après, sur quoi on va mobiliser? Bon, il y a toujours les thématiques, mais je pose quand même la question. En laissant autant de détenus, en continuant à arrêter, en laissant d'ailleurs de symbolique, de très forte. On n'a pas évoqué Rachid Nqaz, on n'a pas évoqué Rdiri, parce qu'on a tendance à considérer ces candidats au présidentiel comme n'étant pas du Hirak, et donc ils sont traités différemment, enfin, alors que ce sont des... Ça reste des détenus d'opinion, c'est complètement le cas. Dans le cas de Nqaz, il y a peut-être un biais sur son appel, sur lesquels il faut traiter, mais tous les juristes disent que ça ne mérite pas une détention provisoire aussi longue. Voilà, qu'on s'entende bien là-dessus. Pour qu'on soit clair et pour répondre un peu aux gens qui nous reprochent de ne pas évoquer Rachid Nqaz. Quelque part, on n'a pas changé, donc le Hirak va fonctionner sur le même mode. Il a toujours des détenus à faire sortir, il a toujours un agenda politique à faire avancer. Oui. Oui, non, c'est vrai que la question, c'est pourquoi il n'y a pas de geste clair et fort. C'est-à-dire, moi, je vois pas de malaise à se dire ah ben maintenant que tout le monde est libre, on n'a pas pourquoi sortir. Non, c'est super, mais on n'est pas sorti que pour ça. Parce que comme il disait le 22 février, les gens ne sont pas sortis, il n'y avait pas de détenus du Hirak. On est sorti pour le changement, on est sorti, il y a tout à construire, il y a tout à... Mais comment construire si on n'arrive pas à commencer? Le problème, c'est que là, avec tous ces détenus qui continuent à être en prison et ça ne répond pas à une logique de justice, en tout cas, et ce n'est pas du tout des gestes clairs et forts, c'est difficile de commencer le vrai travail, parce que le vrai travail, il y en a, et à tous les niveaux, en haut, en bas, partout. C'est-à-dire il y a un changement, il y a un travail, il faut le travailler, ce pays, il faut la travailler, la société, il faut la travailler, la politique, pour aspirer au changement, vous voyez. Tant qu'on est comme ça, on perd du temps, et on perd tous du temps. Que ce soit les gens qui représentent l'État, je préfère plutôt parler de ça, parce que quand on parle de pouvoir, c'est de pouvoir des uns sur les autres, mais à un moment, il va falloir être aussi pragmatique et se dire... en fait, vous avez des responsabilités, c'est l'État algérien, nous en sommes responsables aussi, et nous en sommes les garants. Et c'est parce que nous, les citoyens, nous sommes les garants du bon fonctionnement de nos institutions qu'on continuera à se mobiliser pour que la justice soit indépendante, libre, et pas que la justice, il y a beaucoup à construire. Sauf que là, avec cette situation, tout le monde perd du temps. Ils nous font perdre du temps, ils perdent du temps pour commencer enfin
en fait, pour que ce pays démarre, décolle. Et c'est vrai que là, quand moi je savais pas qu'il y avait encore des arrestations cette nuit et aujourd'hui, mais c'est complètement contradictoire. Comment on va faire? C'est contradictoire, il faut qu'on commence à voir clair. Il faut avec toute cette année de lutte pour tout le monde, de métamorphose, de transformation, c'est vrai qu'il faut un temps de digestion de tout ça, mais toute cette crise du Covid aussi, et qui plombe le monde entier, et qui nous plombe nous aussi, parce que là, il fallait avoir de l'endurance, il va falloir qu'on démarre maintenant. Et on ne peut pas démarrer comme ça. On ne peut pas démarrer avec une épée de Damoclès et des décisions qu'on n'arrive même pas à déchiffrer. C'est pas déchiffrable. Moi, je sais pas, peut-être que vous avez plus l'habitude de la politique directe, mais c'est très difficile, je pense, pour un citoyen de déchiffrer ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? En libérant 4 personnes et en arrêtant, pour les mêmes raisons finalement, 3 autres aujourd'hui. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Et si on n'arrive pas à communiquer comme ça, on ne pourra pas construire. Alors, il y a peut-être un noyau de réponse chez ce qu'a dit Yacine. Je vais revenir vers toi juste dans un moment, dans ce qu'il a dit tout à l'heure, cette histoire de si on libère tout le monde, on va donner l'impression que c'est une trop grande victoire pour le Hirak. Abdelwahab, est-ce que tu as eu le sentiment en sortant que quelque part c'était une victoire du Hirak, c'est le Hirak qui t'a libéré, ou est-ce qu'il y a eu un enjeu symbolique qui laisserait penser que c'est quand même une mesure d'apaisement et que c'est le fait du prince et que c'est Abdelmajid Tebboune qui déroule son calendrier d'apaisement? Est-ce que tu as eu tu as été pris dans cette problématique? Je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe d'analyse, parce que la libération des détenus n'a jamais été une revendication du Hirak le 22 février. Les Algériens, le 22 février, il n'y avait pas de détenus. Les Algériens sont sortis avec des revendications claires. Au début, ils ont affiché le refus au 5e mandat. Juste après, c'est le changement de système. Donc il ne faut pas nous dévier de l'objectif principal de la révolution, qui est le changement de système. Les détenus de Hirak, c'est la conséquence de la mauvaise gestion du pouvoir. Donc, une fois les détenus de Hirak qui sont libérés, donc on va revenir à la case de départ, donc à la case 0. À la case des 0, donc à partir de là, on peut parler d'autres mesures qui permettent à l'action politique d'exister, donc en respectant les libertés démocratiques, les libertés d'association, de rassemblement, d'expression, de la presse. Donc aujourd'hui, oui, la libération des détenus, elle est très importante. C'est une condition, c'est une première condition, mais en aucun cas, cette revendication va remplacer la revendication principale des millions d'Algériens. Justement, le pouvoir, il joue sur ça. Il est en train de gérer cette question et lui donner une ampleur. Certes, elle est importante, mais il faut qu'on soit vigilant et ne pas tomber dans le piège. Alors, ce qui peut expliquer un petit peu, parce que c'est illisible, hein, c'est vrai, libérer certaines figures du Hirak, en garder autant, continuer à arrêter, ça devient politiquement illisible. Est-ce que, quand dans le régime on fait le bilan, je pose la question aux deux, est-ce que finalement, il n'y a pas quand même un noyau dans le système, peut-être le noyau sécuritaire, qui pense que d'occuper des énergies du mouvement populaire à défendre des détenus, c'est une réponse qui permet de différer l'agenda politique du Hirak. C'est peut-être ça la démarche. Dire, donc, dans ce cas-là, on cède à un moment donné pour les figures parce que ça devient trop pressant. C'est toujours une raison de sortir pour les gens. Hein. Et puis, on ne cède pas surtout parce que de toute façon, ça permettra de les occuper sur quelque chose qui n'est pas l'agenda principal. Absolument. C'est l'effet de la cocotte minute. Hein. C'est une méthode qui est utilisée un peu partout dans les régimes autoritaires. On relâche un petit peu la pression tout en maintenant la chaleur sur le peuple soumis à la volonté de ceux qui ont le pouvoir. C'est absolument c'est logique. Ce qui est différent en Algérie par rapport aux autres pays, c'est le degré de conscience du peuple qui ne se laisse pas distraire. Parce que les détenus les gens sont mis en prison pour leurs opinions depuis 1 an. Et pourtant, dans la rhétorique des gens, dans les revendications des gens, ils gardent l'idée qu'il faut continuer à revendiquer le changement du système. Qui est une notion, c'est-à-dire la sortie, la distinction entre le politique et le militaire, des élections démocratiques, etc. etc. Voilà la différence fondamentale. Amina, est-ce que c'est quand même pas quelque chose qui
qui est énergénivore que de lutter pour sortir des détenus de prison et de construire un réseau de lutte contre la répression quand on a été au début du Hirak sur des modes offensifs, sur le changement, etc. Il me semble que le volet des détenus du Hirak, le soutien que ça suscite, la dynamique qui finalement en découle et qui parfois fait marcher le Hirak et parfois elle intègre juste sa composante, est une chose presque intuitive, je dirais. Juste, je voudrais rectifier une chose, c'est qu'à l'heure du 22 février, le Hirak a demandé, avec ses revendications propres, de changement radical du système et les revendications pour lesquelles nous avons pris parti. Au décès de Kamaldeen Frare, les circonstances de sa détention juste avant, la nouvelle de son décès a levé le voile vers la découverte de qui l'aurait précédé comme détenu d'opinion ou détenu politique dans les geôles du pouvoir de plusieurs années avant le 22 février. Je ne pointe pas une réalité parce que c'est une réalité qui peut-être se préoccuper les gens qui s'en occupent, les défenseurs des droits de l'homme, etc., mais pas l'opinion public au sens large, au sens massif, comme nous le vivons maintenant et que c'est devenu presque une seconde nature. Tout le monde se préoccupe de qui est en prison en ce moment, voilà, etc. Les nouvelles des détenus sont au premier ordre de la préoccupation populaire. Et donc c'est peut-être en train de devenir un menteur, donc ce serait contre-productif que de maintenir des prisonniers d'opinion, finalement, pour le pouvoir. Vous savez, je ne fais même pas l'effort d'intégrer un processus de réflexion qui irait dans ce sens ou pas. C'est déjà un peu compliqué à tout percevoir de notre côté. Et puis de toute manière, à chaque fois qu'on s'y aventure, on se retrouve avec des contre-coups de logique et de contre-logique qui échappent à tout entendement de toute manière. Ce qu'il faut peut-être déceler juste comme ça a priori, hein, je ne suis pas non plus politicienne, mais enfin, ça ne peut être que l'indice d'une bipolarité des tenants du pouvoir. On peut pas... Et moi, je sépare la sphère... Alors, bipolarité, c'est le même pouvoir qui est maniaco-dépressif ou c'est deux pôles dans le pouvoir? Dans la sphère du pouvoir, il semble y avoir deux forces qui parfois s'expriment d'une manière antagoniste, comme ce dont à quoi nous assistons aujourd'hui, et puis des épisodes précédents qui interrogent sur ce point-là. Il y a le traitement médiatique des choses et il y a la sphère juridique en fait. Quand on veut faire par un effet d'annonce d'une grâce présidentielle un effet d'exception, je ne vois pas moi personnellement en tant que citoyenne algérienne où elle est l'exception parce que c'est un exercice régulier qui relève de les prérogatives d'un président en place, peu importe comment il est arrivé là. Mais enfin, il devait y avoir une grâce présidentielle qui toucherait un certain nombre de détenus selon des conditions édictées par la loi et ni le nombre de détenus graciés n'est total puisqu'il en reste qui répondent aux conditions et qui n'ont pas été touchés par la grâce. Ni la pratique en elle-même, puisqu'elle est régulière et annuelle, elle revient tous les ans. Donc là-dessus, il n'y a pas d'exception à proprement dit à relever. Alors, le fait que le timing soit lié avec les demandes de libération provisoire, qui par anticipation déjà, ils se sont débrouillés pour qu'on sache qu'elles vont être acceptées, partiellement ou totalement, je ne sais pas encore d'où on tient, à quoi correspond le chiffre de 11. Pour le moment, on ne les a pas encore remplis, les 11 en plus de Karim Tabou, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça qui pose la question, c'est ça qui fait croire qu'il y a une intention d'induire en erreur, dans un flou artistique, renvoyant sur une éventuelle volonté politique qui ne semble pas être d'un point de vue politique et non pas juridique. Alors, ça me permet d'enchaîner sur le volet politique, justement. La cocotte minute dont parlait Yacine Babouche, qu'on dessert à un moment donné pour lâcher de la pression qu'on referme, c'est une image qui peut fonctionner dans un autre contexte peut-être, mais dans le contexte d'un président si mal élu qui arrive, qui a besoin de se construire un petit peu de légitimité, qui a
qui a promis d'essayer de faire une ouverture vers le Hirak, etc., qui a un agenda politique à faire passer. Révision de la Constitution, semblant de débat, Parlement, réunir le Parlement, appeler le peuple à suffrage, donc référendum et tout ça. Quand on a cet agenda, en principe, on a plutôt tendance à desserrer la cocotte minute et laisser la vapeur sortir pour pouvoir remobiliser, créer l'illusion. Je rappelle toujours que Bouteflika a fait un référendum après avoir été mal élu, un peu mal élu que Abdelmadjid Tebboune en 1999. Il a fait le référendum sur la concorde civile en septembre 2000. En septembre 2000, il l'a fait pour relancer sa dynamique politique. C'est pas ce qui est en train de se passer pour Tebboune. Donc cette cocotte minute, en fait, elle est en train de rester fermée, quoi. Alors, Wahab, ma question c'est, est-ce que, parce que c'est vrai que c'est plus un commentaire qu'une question, on va encore me le reprocher, est-ce qu'on a cette histoire de bipolarité? Est-ce que toi, tu as le sentiment que on a qu'il y a toujours une ligne plutôt dialoguiste dans le pouvoir et une ligne plutôt sécuritaire, enfin, je ne sais pas d'ailleurs comment il faut l'appeler, plutôt dure, et qui fait qu'on a ces résultats-là? Est-ce que c'est toujours valable comme lecture? Bon, ce qu'on peut observer, la nature du régime, c'est vrai, surtout ces derniers, depuis des années, des dizaines d'années, bon, il n'est pas homogène. Donc, il y a des clans à l'intérieur, mais ils se mettent d'accord autour de la pérennité du système. Et quand on dit, on peut dire qu'il y a des clans à l'intérieur du système. On peut le constater déjà durant le Hirak. Par exemple, il y a des décisions qui ont été prises, c'était désavoué par des responsables, ont été désavoués par d'autres responsables. Donc on peut comprendre aujourd'hui que il y a des clans qui se disputent à l'intérieur du système. Mais il y a une chose, ils se sont mis d'accord que il n'y a pas une divergence à l'intérieur du système sur le système démocratique qu'ils vont suivre en Algérie. C'est que leur agenda principal, c'est contre le Hirak. Après, ils peuvent avoir des idées de divergence sur la manière comment mettre fin au Hirak. Est-ce qu'avec avec la main dure, en réprimant des gens, en interdisant des manifestations et ainsi de suite, ou en s'ouvrant, en faisant une soi-disant ouverture démocratique, en permettant certaines libertés. Parce que le système, d'une manière générale, jusqu'à présent, certes, il continue à gérer d'une manière floue, et il ne nous donne pas des éléments d'analyse clairs pour comprendre le système, mais une chose est sûre, que le système, il est contre le Hirak. Il veut en finir avec le Hirak, et dans leur discours, ils essayent de s'accaparer un peu de son jargon, de son esprit, ils essayent de le vider de son sens. Donc c'est ça le plus important pour nous, c'est ça l'agenda du pouvoir. Et il faut avoir notre propre agenda en tant qu'Algérien, en tant qu'Hirakiste, pour contrecarrer, bien sûr, d'une manière pacifique, organisée, cet agenda du pouvoir qui vise coûte que coûte à mettre fin au Hirak. Sinon, il ne faut pas qu'on rentre, de mon point de vue, certes, c'est bien d'observer, mais cette dispute, cette divergence qui existe à l'intérieur du système, c'est pas pour l'intérêt du Hirak ou pour l'intérêt de la démocratie de l'Algérie, c'est une dispute des intérêts, une dispute qui va prendre le monopole, qui va prendre la décision, le centre de décision à l'intérieur des pouvoirs. Alors, Ali Abdelmadjid, tu ne vas pas échapper à la question politique. Ah, oui. Là, le même thème, est-ce qu'il n'y a pas de raisons? Est-ce que tu n'es pas plus inquiète aujourd'hui parce qu'on est dans une situation plus illisible qu'il y a 6-7 mois? Alors, je rappelle en deux mots la situation il y a 6-7 mois. En gros, c'est celle qu'on nous a vendue aux journalistes pendant longtemps d'ailleurs. Tebboune est plein de bonnes intentions. Il arrive, il y a un système qui est là, qui a été laissé par Ahmed Gaïd Salah, qui est plutôt sur une feuille de route répressive. En gros, il est incarné par le patron de la DSI, général Ouassini Bouazza. Et cette ligne dure, tant que ses partisans sont là, elle continuera. Et donc Tebboune a toutes les bonnes intentions du monde, mais il ne peut pas les mettre en œuvre. C'est un peu ce qu'on nous a vendu, plus ou moins brillamment, pendant quelques mois. Ouassini Bouazza est en prison, il a écopé de 8 ans de prison ferme. On ne sait même pas très bien pourquoi. Bon, ça c'est un peu interne au système, mais pour dire à notre ami Wahab, c'est vrai qu'ils règlent leur clan, leur divergence de clan, mais ça coûte cher, les règlements de divergence de clan, ça coûte des années de prison, c'est lourd.
est-ce qu'il ne faut pas être plus inquiet aujourd'hui? Est-ce que finalement on se rend compte que peut-être que le problème, il n'y a pas d'agenda de dialogue chez Abdelmadjid Tebboune, tout simplement. J'en prends pour preuve l'acharnement sur Khaled Drani. L'acharnement sur Khaled Drani. Aujourd'hui, Khaled Drani, c'est le prisonnier d'Abdelmadjid Tebboune. Il l'a chargé à la télévision de manière diffamatoire d'être Barji, alors qu'il n'y a pas un mot sur cette accusation dans son dossier, et que évidemment il ne l'est pas, il est journaliste. Et donc aujourd'hui, le juge, il a libéré ses 2 co-détenus, et au moment de libérer Khaled Drani, il a sur la tête la déclaration de Tebboune, il a peur. Voilà, c'est pas Khaled Tebboune, c'est Khaled Drani. Voilà, qu'on s'entende bien. Donc Khaled Tebboune, il aurait peut-être signé sans regarder, il n'aurait pas eu besoin de faire pression. Et donc ma question, c'est est-ce qu'il ne faut pas être plus inquiet aujourd'hui qu'il y a 6 mois, parce que la volonté de dialogue, d'ouverture, faire démarrer l'Algérie, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle n'existe pas à la présidence. Tout à l'heure, vous parliez de choses énergivores, c'est ça? La lutte pour libérer les détenus. Je crois que la première fois que j'ai fait une émission ici, j'en ai parlé aussi, c'est vraiment quelque chose qui non seulement bouffe de l'énergie, en tout cas, moi je parle en tant, moi je suis artiste et citoyenne, et donc je parle de ce qui m'anime. De ce qui m'anime et comment moi je vis la politique. Et je répondrai, et c'est une réponse politique. Je trouve que c'est peu lisible ce qu'on a. Et parce qu'on n'a pas des médias, on n'a pas des débats suffisamment libres, parce qu'on n'a pas cette communication et cette lisibilité avec ce qu'on appelle le pouvoir. Déjà, même moi, le mot pouvoir me gêne énormément. Je préfère dire les gens qui sont responsables, parce que c'est des gens qui ont accepté des postes, c'est des gens qui se sont présentés pour des élections et qui ont voulu prendre cette responsabilité. Et nous aussi, nous en avons une. Et donc, ces gens, maintenant, vous êtes responsables de ça et de ceci, et qu'est-ce qu'on fait ? Et on doit constamment les acculer et les rappeler à l'ordre et nous faire ce travail-là pour avancer. C'est-à-dire ce qui fait que moi j'y crois encore, c'est à partir du moment où la question, par exemple, des détenus a mobilisé énormément. Moi, je vous avoue qu'au départ, quand il y a eu les détenus, j'ai eu très très peur. J'ai eu peur dans le sens, j'ai eu peur pour tout, pour la vie, pour le pays. Je me suis dit, les gens vont dire « Ah, hadou kan hkmouhom, c'est qui stahlo ». Parce que c'est arrivé chez nous. C'est arrivé dans les années sombres de l'histoire où des gens ont été arrêtés, où ont été même assassinés, et où nous, entre nous, les citoyens, on se disait « Bon, c'est que... » Voilà. Et je sais que c'est délicat ce dont quoi je parle, mais je vous dis vraiment sincèrement ce qui m'a fait peur à ce moment-là. Et ce qui s'est passé au moment du Hirak, c'est qu'il y a eu de la solidarité. Les gens ne se sont pas dit « Ah, mais lui, il fait trop de politique. Non, mais lui, il a trop parlé. » Parce qu'on avait cette fâcheuse habitude de dire « Oui, mais lui, il parle trop, il devrait... » C'est-à-dire, nous, on se mettait à faire la justice. Et ça, c'est parce qu'on n'avait plus le droit à l'action civile. On n'a pas de débat libre. On n'a pas d'espace pour débattre, pour se rencontrer. Et le plus important aujourd'hui, c'est que non seulement on s'indigne, et que les gens qui sont en prison, les gens qui sont libérés, quoi qu'il en soit, c'est parce que les citoyens se sont mobilisés et qu'il faut continuer à se mobiliser. Parce qu'à partir du moment où on reste silencieux et qu'on a peur pour un tas de raisons, je ne condamne pas la peur, on a peur pour un tas de raisons, on ne va pas exprimer notre indignation, on ne va pas exprimer notre colère, on ne va pas montrer ce qu'on veut et on ne sera pas une donnée dans la pensée ou dans les actions d'un pouvoir ou de responsables, enfin, dans ce pays. Et à partir du moment où on va continuer à exprimer clairement et à continuer à frapper fort et à exiger, aujourd'hui on est en train de dire non, c'est pas lisible ce que vous faites, ce n'est pas suffisant, nous ne comprenons pas, et on continue à exiger, moi j'ai plutôt, j'ai pas, oui, pas plus inquiète qu'avant. Non, pas plus inquiète qu'avant, mais il faut surtout rester dynamique, s'organiser le mieux possible et continuer à articuler, à rendre audible si eux n'y arrivent pas. Alors, nous, il faut qu'on y arrive. En fait, il ne va rien se passer politiquement, il ne va rien se passer après cet épisode-là, des mini élargissements avec des procès qui vont arriver dans les prochaines semaines, parce qu'il faut rappeler que ce sont pour ceux qui n'ont pas été condamnés définitivement, ils vont être jugés évidemment, normalement. Donc sur le plan politique, il n'y a rien à construire là-dessus. On ne peut pas parler d'apaisement. Non, absolument pas. On ne peut pas parler d'apaisement. Tout à l'heure, c'est intéressant, tu as mentionné le début de mandat du président Bouteflika. Pardon. Alors, à son début, tu as mentionné le fait qu'effectivement, il avait lancé un référendum et tout. Bon, déjà, la première chose qu'il faut signaler, c'est que malgré le fait que le personnage soit détestable, lui faisait de la politique.
Deuxièmement, ces référendums, etc., ce n'était pas non plus la volonté populaire qui s'exprimait. Donc on était toujours dans un schéma, mais on était dans un schéma qui semblait clair et qui semblait politique. Là, pour la maintenant, concorde civile, il y a eu quand même des votants. il y avait peut-être, il y a toujours des votants, mais on parle Non, je veux dire que en termes de tendance. On réfléchit en termes beaucoup moins en 2006 pour la réconciliation nationale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la situation actuelle, maintenant, nous avons un président qui n'a pas forcément la volonté de chercher à construire quelque chose avant celle de temporiser pour calmer les choses, pour essayer d'asseoir la position du pouvoir, pas seulement la sienne, mais de l'ensemble qui a été fortement perturbé ces derniers mois depuis le départ, depuis la démission, depuis le début du Hirak. Donc l'objectif pour eux maintenant, c'est de gagner du temps. C'est la démarche pour laquelle ils mettent des gens en prison et ils en libèrent d'autres en parallèle. Toujours garder le peuple et du moins les opposants, c'est-à-dire ceux qui s'expriment, les hirakistes, on edge, toujours à attendre, à essayer de chercher, à essayer d'analyser. Lorsque, dans l'analyse que je fais de leur attitude, lorsque ce mouvement ou cette aspiration sera terrassée, pour X raisons, que ce soit parce que les prix des pétroles remontent et qu'on peut acheter la paix sociale, que ce soit parce que les gens sont épuisés ou autre, à ce moment-là, voilà, à ce moment-là, on fera des concessions et on essaiera de construire quelque chose de durable ou qui a un semblant de projet sociétal ou politique. L'objectif maintenant, c'est de calmer cette ardeur. Et maintenant, l'objectif du Hirak, c'est de ne pas perdre cette ardeur. Voilà tout l'ensemble de la difficulté. Oui, l'objectif du Hirak, c'est de ne pas perdre cette ardeur. On va peut-être finir l'émission tout à l'heure avec Sanhaja Aktouf à partir de Paris, où le Hirak a repris depuis quelques semaines. On fera un point sur la prochaine marche du 5 juillet. Mais auparavant, on devra se séparer avec Wahab. Wahab, tu es toujours avec nous, hein? On a perdu Wahab? Oui. Alors, dans ce cas-là, je pense qu'on va aller directement à Paris pour la fin de l'émission. Hein. Donc, Wahab, on va remercier sur Facebook Live Wahab Falsaoui d'avoir participé à cette émission. Je crois que c'est la première participation à une émission, un plateau politique depuis sa libération. Ça fait une quarantaine de jours. Merci beaucoup de nous avoir donné cette exclusivité, Wahab Falsaoui, président de Raj. Le temps est à toujours la solidarité avec les détenus, évidemment. Mais la grande question aujourd'hui, c'est évidemment comment maintenir l'ardeur du Hirak en dehors de la lutte pour sortir les prisonniers de prison. Si je peux dire quelque chose là-dessus, oui, bien sûr. En termes de dynamique physique, en termes de schéma de dynamique, justement, la période du confinement, en l'absence de la dynamique de sortie en manifestation régulière, massive à travers tout le territoire, c'est l'attention qui a mobilisé les gens sur les espaces familiques qui leur sont restés, c'est-à-dire les réseaux sociaux, etc., où l'activité s'est intensifiée, justement la répression de la police judiciaire s'est intensifiée, les gens se sont vus arrêtés pour des faits qui remontent rétrospectivement, pour des faits qui remontent à des mois, et des faits qui sont nullement retenus comme étant quelque chose enfin un délit dont on est coupable. C'est des délits fallacieux qui ont été fabriqués pour toute cette militant d'Adrar, on lui a sorti un fait qui remonte à 3 ans. C'est dire. Et il est en détention, il est en provisoire. Cette dynamique-là est une dynamique qui a occupé l'espace du confinement, mais d'autres choses ont occupé l'espace du confinement. On voit bien que le Hirak, quand je dis le Hirak maintenant, c'est dans sa manifestation de ce qu'il est, comment les gens s'expriment, et nous qui en faisons partie, comment on perçoit les dynamiques qui se sont greffées à cet espace de confinement, c'est-à-dire en l'absence des marches de rue, des rendez-vous de la rue, qui est institutionnalisé par le Hirak en tant que tel. Eh bien, moi, je suis optimiste, entre guillemets, à voir que la dynamique a continué à perdurer et s'est incarnée dans l'enrichissement de l'espace de débat. On peut regarder maintenant comment les gens ont évolué, c'est-à-dire que les gens se sont mis dans la sédentarité physique, mais leurs idées, leur audace, la portée de leurs réflexions, l'étendue des débats, l'étendue des sujets débattus, enfin la palette des sujets débattus, je trouve qu'elle s'est élargie. De là à s'étendre à l'idéologisation du Hirak, etc. Oui, je trouve qu'il y a un vrai contenu. J'allais dire que c'est tellement étendu qu'on est revenu à des lignes de fracture un petit peu idéologiques qui étaient effacées par la présence physique du Hirak.
Hirak dans la rue. Justement, mais c'est un concours de circonstances qui fait que, de toute manière, oui, Adila on faisait référence tout à l'heure, c'est une histoire qui nous colle à la peau. On peut pas la chasser. Elle a peut-être été reléguée par une dynamique active qui charriait d'autres aspects plus immédiats, mais ça nous colle à la peau. C'est des choses qu'il va falloir tirer au clair entre nous. C'est vrai qu'il y a un premier temps de débat houleux, il y a entre les tendances, mais je prédis que le fait qu'on soit autant de personnes à prendre parti par des lives, par des débats organisés chez vous, enfin le peu d'espace qui nous reste, je trouve qu'il est sainement occupé par cette tendance à discuter d'un deuxième temps du Hirak, parce qu'il ne s'agit plus maintenant de démarrer après 16 mois de mobilisation et autant d'acquis qu'on peut classifier comme étant pérennes ou pas, etc. Mais le Hirak, tout ce qui se passe maintenant, le Hirak est partie prenante majoritairement. Eh bien, on considère que ce temps de confinement est un temps pédagogique de recul par rapport à ce que nous faisons, par rapport à ce qui nous tenait en haleine et un petit peu occupés. Et je trouve que c'est une bonne évolution. Et à chaque fois, maintenant, ça s'est inversé. L'une des signatures du pouvoir, des tenants du pouvoir depuis je ne sais pas combien d'années, c'est de relâcher la soupape de sécurité. Il y a d'autres signatures de leurs actions, mais je trouve que le Hirak est toujours dans cette aptitude à avoir de l'avance. De l'avance. Oui. Alors, Sanhaja Aktouf, tu es avec nous? Oui, tout à fait. Très heureux de t'accueillir sur Radio M. On était en train de justement faire la transition vers le deuxième temps du Hirak après le confinement. Amina Haddad a introduit le sujet en disant que quelque part on a bonifié ce temps de la sédentarité physique, hein, qui laissait s'échapper les idées, décloisonner un peu le champ des possibles sur le temps des idées. Alors vous, à Paris, vous avez la chance de l'avoir engagé, ce deuxième temps du Hirak. Est-ce que à quoi il ressemble? Est-ce que déjà, pour faire un lien avec la première partie de cette émission, est-ce que le thème des détenus existait déjà dans le premier temps du Hirak et est-ce que vous le retrouvez dans le deuxième temps du Hirak que vous avez engagé à Paris? Vous parlez des détenus. Oui, on fait que ça, hein, parce que effectivement, parler des détenus, ça détourne un peu la raison première du Hirak, à savoir le changement, et pour certains le changement radical, et je vais pas, apparemment j'ai pas beaucoup de temps, mais se battre pour la libération des détenus, c'est un programme politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la liberté d'expression, ça veut dire la liberté de s'organiser, c'est tout ça, hein. C'est pas juste on sort pour libérer les détenus. Évidemment, on n'est pas sorti pour libérer Sellel. Quand on sort quand on revendique la libération des militants, ça veut dire c'est le droit de s'organiser, c'est le droit de faire de la politique, c'est tout ça dans la libération des détenus. Et de mon point de vue, quand bien même il y aura encore des détenus, le Hirak continuera parce qu'on est sorti, on ne revient pas. Sur Paris, c'est beaucoup plus facile en Occident, notamment à Paris, parce qu'il y a un vrai déconfinement, il y a de vraies manifestations qui ont repris, c'est pas propre à l'Algérie. On fait partie des premiers à avoir repris, mais nous, on n'est pas dans le danger que le Hirak... Alors, annoncez-nous Sanhaja, ce qui nous attend, nous, une fois qu'on va reprendre en Algérie. Il semblerait que les thèmes idéologiques, il y a plus de difficultés à réunir tout le monde, khawa dans le Hirak qu'avant, ou c'est des mauvaises langues qui le disent? Non, c'est pas de mauvaises langues, c'est un vrai débat. Moi, ça me fait pas peur, parce que khawa, moi, ça me fait plus peur, parce que khawa, on continue à marcher. À partir du moment où le débat se pose, ça veut dire on est passé à une étape supérieure, à savoir une construction de quelle société nous voulons. Et nous la voulons, c'est pas dans les 2 mois, on est d'accord. C'est plus important, il faut rappeler juste une seconde, le Hirak est parti sur quelque chose où tout était mort, sur des centaines de milliers de morts. Il est sorti, les gens sont sortis massivement après des années noires. Donc on n'est pas sorti avec un moment révolutionnaire où les syndicats sont forts, où les partis sont forts. Le Hirak est sorti à un moment où tout a été affaibli, évidemment. Le Hirak ne peut pas être fort sur des trucs qui sont affaiblis. Donc, pour moi, la deuxième étape, c'est la reconstruction de la vraie
la vraie révolution, les vraies revendications. Nous, on sort le 5 juillet. Pourquoi le 5 juillet? Parce que c'est une date que nous revendiquons, qu'on arrête de nous complexer, que ceux qui se battent pour l'Algérie, notamment les Français, donc non, nous on revendique la date du 5 juillet, nous revendiquons Maurice Audin, nous le Hirak, on était là récemment à la manif Palestine, on était sur les traces de Maurice Audin, on est dans cette lignée et aujourd'hui il me semble plus que jamais, la bataille va être plus dure, mais elle va être plus sûre. Yassine Babouche, les images de la diaspora qui reprend les manifestations, est-ce que on l'a intégré suffisamment vite dans, on va dire, les réseaux sociaux, tout ce qui est l'environnement du Hirak? Il y a eu aussi à Montréal, ça a repris. Il y a eu cette marche à vélo, d'ailleurs, ça a déjà fait partie des instigatrices de cette protestation à vélo le week-end dernier. Ou est-ce qu'on a tendance aujourd'hui à considérer que c'est pas ça qui est décisif, de s'approprier cette mobilisation toujours présente de la diaspora? On s'était beaucoup vanté de la diaspora quand elle avait quasiment empêché le vote présidentiel avant le 12-12. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se l'approprie un peu moins. Ou je me trompe? Peut-être, oui, j'ai plus l'impression que je me trompe. Oui, voilà, que c'est une perception tronquée parce que l'initiative, les images de mobilisation ont un effet de compensation sur le Takmid à notre propre harqa de vouloir sortir. Donc effectivement, quand le dimanche est venu, le samedi est venu, on voit que c'est sorti plein sur la place de la République ou à Montréal ou dans une autre contrée ou dans une des wilayas algériennes où les marches ont repris, ça fait un effet comme un baume au cœur et ça nous fait espérer cette reprise massive qui est au rendez-vous de toute façon, quoi qu'il arrive. Adila, le sentiment que ça peut susciter? De toute façon, pour moi, l'Algérie, elle n'est pas juste dans nos frontières, elle est là où sont les Algériens. Donc, et ça, c'est un plus pour nous. C'est-à-dire... nous avons des gens, des Algériens de toutes sortes, de différents, de plein de qualités qui sont à l'étranger et qui font que faire rayonner l'Algérie et faire aussi parfois entendre nos voix quand c'est plus inconfortable et plus difficile pour nous de sortir la tête de l'eau. Ils ont toujours été là et je crois qu'il n'y a rien à prouver de plus là-dessus. Je voudrais juste revenir sur l'idée d'ardeur du Hirak, comment maintenir l'ardeur, comment... C'est comme une injonction qui est constante dans les réseaux sociaux et qui est constante dans les discussions, comme si on avait peur de perdre quelque chose de sacré. Moi, j'ai un peu de difficulté avec les choses qu'on sacralise. Ça me rappelle un peu le PFLN qui a sacralisé tellement de choses et du coup, ça a réduit, appauvri, rétréci et construit la pensée unique. Je pense qu'aujourd'hui... parce qu'il faut rester dynamique, il faut... Voilà, moi je suis optimiste, je crois que vous avez remarqué, je suis toujours optimiste, mais ça ne m'empêche pas d'être critique dans le sens où je trouve au contraire, là où j'alerte un petit peu la société, le Hirak, les gens qui bougent en tout cas, les gens qui ont envie de bouger, faire évoluer. J'alerte sur le fait que oui, c'est super, on a des débats, ça c'est très bien, mais j'alerte aussi sur le fait qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de penseurs qu'on a, des philosophes, des sociologues ou juste des citoyens qui ont des visions assez intéressantes, qui ont aujourd'hui peur de s'exprimer, de dire des choses un peu différentes, parce qu'il y a toujours ces phénomènes de non, c'est pas comme ça, le Hirak c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça quand on marche le vendredi, quand on est tous ensemble parce qu'on en a besoin, mais c'est aussi toute la semaine. Les jours, c'est pas que le week-end, c'est toute la semaine. C'est du travail aussi. Et je pense qu'on peut nous aussi gagner. Quand on exige qu'on nous donne la liberté d'expression, nous aussi, on doit aussi l'accepter et la permettre. Et voilà, je crois que c'est très important au bout d'un an de quand même... Alors cette pédagogie, ça passe par les débats évidemment, mais ça peut aussi passer par aller un peu au-delà du débat, l'organisation. Je voulais terminer avec cette thématique, si tu permets, Adila. Est-ce qu'à Paris, évidemment, le retour physique du Hirak dans l'espace public est une très bonne chose, mais est-ce qu'aujourd'hui, le temps 2 du Hirak, c'est pas aussi de réfléchir à son organisation,
à sa mise en réseau pour produire des solutions. Il y a en Algérie, on le sait, depuis plusieurs semaines, un processus pour pour converger vers une conférence nationale du Hirak, qui a peut-être plus de chances d'aboutir que les précédentes. Il y a des personnalités qui ne sont pas nécessairement du Hirak, qui pensent qu'aujourd'hui c'est incontournable de passer par une conférence nationale où il y aurait et le Hirak et les représentants du pouvoir pour essayer de trouver une solution à l'impasse politique. Qu'est-ce qu'il en est de cette réflexion sur l'organisation, avec l'AGDA notamment, Sanadja? Moi, je pense déjà, j'avais envie de reprendre le Hirak, je reviendrai là-dessus. Moi, j'ai été arrêtée à peu près 3 mois de travailler parce qu'il y avait un vrai confinement en France. Mais quand je dis vrai confinement, c'est pas à partir de... On allait te mettre sur la liste de Amina Haddad quand tu as dit j'ai été arrêtée. Elle a eu peur. On a arrêté, voilà, donc vrai confinement. Et ça a été difficile de reprendre le travail. Le travail, ça a été très difficile, de retrouver les collègues, de retrouver... Et c'est tout à fait normal que ça va être difficile de repenser le Hirak, c'est humain, c'est tout... Voilà, donc le tout, c'est d'être imaginatif. Et je ne sais pas, moi, la chose pour moi, hein, en tout cas, l'organisation, il faut y aller. Ceux qui veulent y aller dans l'organisation du Hirak aujourd'hui, pourquoi pas. Mais il me semble, ce qui va nous sauver, c'est maintenir la flamme du Hirak. C'est ça qui va sauver. Ceux qui veulent s'organiser, ceux qui veulent négocier, ceux qui veulent faire quelque chose, seule la flamme du Hirak qui va les protéger. Donc pour moi, c'est la priorité. Honnêtement, c'est vraiment la priorité. Est-ce qu'on est en train de réfléchir à s'organiser? Oui, on est en train de s'organiser. En tout cas, on est la seule immigration qui n'est pas organisée. Les Marocains, les Tamouls sont organisés en France. Alors que les Algériens sont quand même beaucoup plus nombreux que les Tamouls. Et ça, c'est parce qu'il y a une histoire, je ne vais pas revenir à l'histoire de la guerre de libération, des divergences, de la décennie noire, etc., qui nous a divisés. Mais ce qui est sûr, c'est que hier, les mêmes personnes qui ne pouvaient pas s'attabler, je me rappelle très bien un 22 février à Paris pour les réunions, aujourd'hui les mêmes personnes sont ensemble et on arrive à s'écouter. Ça, c'est le premier avantage du Hirak. Je parle d'ici, mais je pense que l'Algérie, c'est un peu ça. La deuxième victoire du Hirak, moi, il me semble, c'est la présence des femmes et la direction politique des femmes. Vraiment, on nous voyait au début, moi je me rappelle, ben, aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui me ramènent les caméras pour me dire, toi, tu sais parler, va dire ce qu'on veut. Ça veut dire qu'on a fait un travail de fond qui va petit à petit, et moi, je reste un peu comme Adila. Je suis optimiste à ce niveau-là. Qu'il y ait une solution immédiate de l'organisation, je vous cache pas, je n'y crois pas. D'accord, on attendra, il n'y a pas de problème. Et je l'avais dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, Ihsan et Adila, quand on a été à la rencontre. Du 15 juin. C'est sur le temps, du 15 juin. Ouais. Je disais, c'est une affaire de temps et ça, c'est important. Enfin, on n'a pas beaucoup aimé une partie de ton intervention. Dans le 15 juin, tu avais dit la diaspora est là. On était le 15 juin 2019, c'est-à-dire la diaspora est là au cas où il y a de la répression pour vous aider. Et personne n'imaginait le 15 juin 2019 qu'on aurait besoin de la diaspora pour des campagnes pour libérer des hirakistes et des détenus d'opinion. Et c'était bien vu d'avoir fait finalement cette proposition. Nous arrivons à la fin de cette émission. Yacine, peut-être un mot quand même sur Khaled Drani. On a été choqués, particulièrement toi et moi, tout à l'heure en apprenant qu'il n'était pas sur la liste des libérables aujourd'hui. Il y a l'espoir de le voir quand même libre avant la fin du mois de juillet, parce que ces défenseurs disent que le procès va être fixé avant la fin du mois de juillet. La pression va continuer évidemment pour faire en sorte qu'il revienne à sa place dans la communauté des professionnels, des journalistes et aussi ici s'il le souhaite. Mais bon, ça serait plutôt pour la rentrée, on va le laisser souffler. Mais de toute façon, la pression va se poursuivre pour libérer Khaled Drani. Absolument, absolument. C'est très important de rappeler qu'il était dehors en couverture. Il exprimait son droit fondamental, celui de la liberté de la presse. Il n'était pas en train de manifester, il n'était pas en train de... C'est pas un détenu d'opinion, c'est vraiment un détenu, un journaliste détenu pour l'exercice de son métier. Et le fait qu'il soit encore en prison est très révélateur par rapport à la crainte que représente la presse pour le pouvoir, parce que s'il n'y a pas de presse, il peut y avoir autant de manifestations, etc. Si elle n'est pas rapportée aux gens pour maintenir cette fameuse flamme, elle finira par mourir. Donc Khaled, et je suis certain qu'il reste serein parce qu'il sait pourquoi il est là-bas, il sait pourquoi il est emprisonné. Et espérons juste qu'il puisse sortir, parce que malgré tout, malgré cette sérénité,
personne ne devrait être emprisonné pour exercer son métier de journaliste ou pour exprimer son opinion. Sanhaja, bon courage pour dimanche prochain. Je rappelle quand même, parce que c'est important. Bien sûr. Ici, vous êtes très écoutés. La manif, elle démarre à 14h, place de la République, donc ce dimanche. J'ai juste envie de dire, nous suivons ce qui se passe en Algérie. On a cette chance aujourd'hui de pouvoir manifester, mais nous ne pouvons être que le porte-voix de ce qui se passe en Algérie. C'est bien dit. Et bien entendu. Merci beaucoup. Merci Sanhaja Akrouf. Merci Adila Bendibenad. Merci Yassine Babouche. Merci beaucoup Amina Haddad d'avoir participé avec nous. Merci encore une fois à notre ami Abdelwahab Felsaoui qui nous a réservé sa première sortie médiatique à partir de Ismaïl. Nous donnons rendez-vous à nos amis auditeurs à mercredi prochain. Merci. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.